Le matin du 16 décembre 1944, le calme des Ardennes belges est soudain troublé par le fracas de la guerre. Les Allemands déploient 250 000 hommes sur la ligne de front, appuyés par des centaines de chars et autres véhicules blindés. L'attaque brutale est soutenue par le feu nourri de 2000 pièces d'artillerie. Cette offensive surprend complètement les Alliés et durant les premiers jours, elle manque de réussir. Quand les Alliés retrouveront leurs esprits, l'offensive allemande sera vouée à l'échec. Essence rationnée, difficultés du terrain et problèmes d'approvisionnement provoqueront l'échec de la dernière grande opération militaire allemande à l'Ouest. Que cette puissante armée ait pu être levée dans le plus grand secret posera toutefois quelques questions embarrassantes du côté des Alliés et démontrera que malgré les succès et l'allure rapide des troupes de l'Ouest, la défaite d'Hitler ne se fera pas sans difficulté. Depuis que les Alliés ont posé le pied sur le sol de Normandie le 6 juin 1944, un nombre d'hommes et de matériel toujours croissant n'a cessé d'être envoyé par cette tête de pont. Pourtant, plus les Alliés se rapprochent de la frontière, plus la résistance allemande se durcit, comme en témoignent les rudes combats que les Alliés doivent mener dans la région d'Aix-la-Chapelle et de la forêt de Hurtgen. Les deux lignes de front commencent alors à prendre deux directions opposées. Entre les deux se trouve la paisible région des Ardennes. Les troupes alliées impliquées dans les combats de Aix-la-Chapelle et de Hurtgen sont envoyées dans ce secteur calme pour se reposer et pour reformer les unités. Le moral est bon et le sentiment que la guerre sera bientôt finie plane sur les troupes. Après les combats de l'été 44, les Alliés ont progressé de façon spectaculaire. Même s'ils ont eu besoin de 7 à 8 semaines avant de commencer à avancer au-delà de la tête de pont en Normandie, ils ont ensuite littéralement volé jusqu'à la frontière allemande. En cours de route, les forces armées ennemies en Europe de l'Ouest sont largement détruites. Il ne leur reste que quelques unités éparpillées ça et là début septembre. Les Anglais arrivent à Bruxelles le 3 septembre pour libérer la ville, et le 4 septembre, ils prennent Anvers. C'est à ce moment-là que les Britanniques vont connaître des problèmes d'approvisionnement et seront forcés d'arrêter leur progression. Les Américains, eux, se sont avancés sur un axe différent vers le sud. La 3e armée de Patton arrive sur la Meuse le 1er septembre, mais ils connaissaient aussi des problèmes de logistique. Hitler ne veut plus laisser l'initiative aux Alliés. Il veut absolument sortir de cette débâcle et début août, il commence à élaborer des plans pour sa contre-attaque. Il pense qu'une offensive bien menée à l'ouest pourrait forcer les Alliés à revoir leur position. Hitler veut donc attaquer par les Ardennes, là même où les Allemands ont écrasé les Français en 1940. En attaquant par les Ardennes, il espère renouveler sa victoire de 40 et ainsi diviser les Alliés. En battant les Alliés par surprise, il espère pouvoir mettre un terme à leur alliance politiquement. Il pense qu'ils chercheront à signer un accord de paix et qu'après avoir fermé le front de l'Ouest, il pourra se concentrer sur les Russes. Pour le général Alfred Jodl, les principaux problèmes à résoudre sont la maîtrise du ciel des Alliés, les difficultés d'approvisionnement et le secret de l'opération. Pour contrer la supériorité des Alliés dans le ciel, la date de l'offensive est d'abord fixée pour fin novembre, avant d'être reculée à la mi-décembre. Il a toutes les raisons de penser que le mauvais temps, habituel à cette période de l'année, freinera sévèrement la surpuissante aviation ennemie.
Le secret de l'opération représente l'un des aspects les plus délicats de l'assaut. Seuls quelques officiers triés sur le volet ont connaissance du plan, et les troupes ne sont informées des détails du projet qu'au tout dernier moment. Par ailleurs, un plan de diversion est aussi mis en place dans l'espoir de tromper les services de renseignements alliés. Pour commencer, le maréchal von Rundstedt, connu pour ses talents de défenseur, est rappelé de retraite et nommé commandant en chef des armées allemandes sur le front de l'Ouest. Pour le monde extérieur, il remplace le maréchal Model, connu pour son côté plus agressif. Mais Model continue de mettre le plan de l'attaque au point. Gerd von Rundstedt revient le 1er septembre 1944, mais seulement pour faire acte de figuration, pour tromper les Alliés et leur faire croire que ce vieil homme de 69 ans est là pour sécuriser la frontière et qu'il est impossible qu'il soit impliqué dans une offensive d'envergure. Von Rundstedt est connu pour être un expert de la défense. Les Allemands organisent leur diversion ouvertement. Ils permettent par exemple à la reconnaissance aérienne ennemie de repérer la 6e armée de Panzer près de Cologne. Et dès qu'ils sont sûrs que les Alliés ont bien photographié cette unité de chars près de Cologne, ils la déplacent de nuit jusqu'à sa position pour l'attaque. Le plan semble parfait sur papier. Hitler prévoit d'envoyer une puissante force armée blindée par la vallée de l'Amblève à travers les positions alliées jusqu'Anvers. Il espère ainsi couper le front allié en deux. Anvers est l'un des principaux ports utilisés par les Alliés pour approvisionner les troupes du nord-ouest de l'Europe. Les réserves de carburant représentent un gros problème pour les Allemands, surtout avec 2 fronts à défendre. L'idée d'Hitler est donc de couper les Alliés de leur principale source de ravitaillement pour essayer d'équilibrer les forces en présence sur le front de l'Ouest. Hitler envisage cette attaque pour montrer aux Alliés que l'Allemagne peut encore remporter une victoire, alors qu'elle semble au bord de la défaite. Hitler et ses généraux décident de surnommer cette offensive Wacht am Rhein, ce qui veut dire garde au Rhin. Comme cela, si les Alliés tombent sur une note ou une information à propos de cette contre-attaque, ils penseront simplement avoir affaire à une opération défensive, à des mouvements de troupes le long de la frontière, pour tenter d'empêcher les Alliés d'entrer en Allemagne. Si le plan semble bon sur papier, il est loin d'être parfait dans la réalité. Les ennemis qui se battent en Ardennes en 1944 sont très différents de ceux de 1940. Les différentes armées qui se trouvent dans la région combattent les Allemands depuis plus de 5 ans, un peu partout dans le monde. Les Alliés peuvent compter sur un approvisionnement quasi illimité et sont capables de déployer rapidement de nouvelles troupes dans les Ardennes, alors qu'Hitler doit racler les fonds de tiroir pour réunir les régiments nécessaires à son attaque. En 1940, la vitesse d'exécution permettait à ce type de plan de réussir. En 1940, les troupes allemandes prenaient une direction sud-ouest et utilisaient les routes disponibles. Cette fois-ci, l'attaque se dirige vers le nord-ouest et seules quelques routes sont encore ouvertes. Les Alliés ont en effet jugulé le trafic en fermant les routes principales, soit temporairement, soit définitivement. Du coup, l'assemblée des unités blindées allemandes se trouve ralentie par d'importants embouteillages. En plus, les ressources allemandes sont tout à fait inappropriées pour cette tâche. Si d'un côté certaines unités de l'armée sont aguerries et très bien équipées, d'un autre côté il y a une multitude de soldats de second rang. Il manque aussi cruellement d'artillerie, de munitions et de carburant. Les unités de l'avant-garde de l'offensive apprennent qu'en plus, ils devront trouver leur propre ravitaillement au cours de l'opération. Voilà donc une contre-attaque qui dépend de l'habilité de sa tête de pont à se procurer du carburant pour continuer à avancer. Tous ces détours pour trouver le liquide vital pour les panzers freineront l'attaque.
et ces retards ne laisseront que peu de marge de manœuvre aux troupes allemandes pour atteindre ensuite leurs objectifs. Le temps posera aussi un problème. Hitler choisit délibérément d'attaquer pendant les mois d'hiver parce qu'il avait de fortes chances pour qu'à cette période, le climat cloue l'aviation ennemie au sol. Mais il n'a sans doute pas considéré le fait que ce temps influencerait aussi les mouvements de ses propres troupes. À cette époque de l'année, on peut s'attendre à avoir de la neige et essayer de déplacer un char Tigre de 68 tonnes dans ces conditions se révèle désastreux. N'importe quel général, ayant vécu l'expérience du terrain avec ses troupes, voyant ce plan, il réagissait tout de suite en disant « Non, ça ne marchera pas ». Les seuls généraux qui l'approuvaient étaient des gens comme Jodl, des bénis oui-oui. Hitler s'était entouré de gens comme ça, et quand il voyait son projet, il disait « Oui, ça va marcher ». Tous les autres affirmaient que cette offensive allait rater. Il est intéressant de citer un passage de l'interrogatoire fait après la guerre du général d'armée SS Sepp Dietrich, car il nous donne une assez bonne idée de l'état d'esprit à cette époque. Tout ce que je devais faire, c'était m'emparer de Bruxelles et ensuite prendre le port d'Anvers. Tout ça sur décembre, janvier et février, les 3 pires mois de l'année, à travers les Ardennes, où la neige était très épaisse et où il n'y avait pas assez de place pour déployer 4 chars de front. Alors que dire de 6 divisions blindées? Bien que le maréchal von Rundstedt, commandant en chef des armées allemandes à l'ouest, et le maréchal Model, commandant du groupe armé B qui lancera l'offensive des Ardennes, soient en désaccord sur de nombreux points, il y a une chose sur laquelle ils sont d'accord. Le plan d'Hitler pour s'emparer d'Anvers, grâce à ses divisions blindées, est virtuellement irréalisable. Ils pensent tous les deux que les Allemands devraient se contenter d'un objectif plus limité, comme un encerclement. Peut-être pas de toutes les forces britanniques et canadiennes du nord-ouest de l'Europe, mais simplement de la première armée US déployée dans le nord des Ardennes. Ils sont convaincus que s'ils tentent cela, et ils pensent qu'ils peuvent réussir, le résultat sera très probant. Le dernier pari d'Hitler est lancé, mais la nature désespérée de la situation semble déjà évidente. Sur le papier, les Allemands ont réuni une force d'attaque puissante, répartie sur 3 armées. La 6e armée Panzer, sous les ordres de Dietrich, se situe le plus au nord sur le front. Elle doit avancer par la route depuis sa position près de Dahlem en Allemagne jusqu'en Belgique et la région de Lochheim. Son objectif est de traverser la Meuse, juste en dessous de Liège, et de continuer jusqu'Anvers. À côté de la 6e armée se trouve la 5e armée Panzer, commandée par le lieutenant-général Hasso von Manteuffel. Son objectif est de partir de Prüm en Allemagne jusqu'Anvers en passant par Bruxelles. La 7e armée, sous la direction du général Erich Brandenburger, doit partir plus au sud, jusqu'au Luxembourg. L'objectif de cette unité d'infanterie partie de Bitburg en Allemagne est d'engager le combat contre la 3e armée US et d'immobiliser ses troupes. Toutes ces armées font partie du groupe armé B, commandé par le maréchal Model. Le total de ces forces s'élève à plus de 250 000 soldats et près de 1000 chars et autres canons autotractés. Dans les jours à venir, ces forces vont poser de sérieux problèmes aux Alliés. Dans les Ardennes, les soldats de l'avant-garde allemande sont de différentes qualités. Si les divisions SS et Panzer comprennent des officiers d'expérience, un grand nombre de ces soldats sont d'anciens hommes de l'armée de l'air ou de la marine. Hitler fait donc muter des marins dans des divisions d'infanterie, du personnel de l'armée de l'air dans des divisions de parachutistes, et il crée les divisions de Volksgrenadier composées d'hommes venant de toutes sortes d'horizons, de jeunes adolescents et de vieux. Les Allemands ont réussi à rassembler leurs unités de combat dans les Ardennes en déplaçant leurs troupes comme s'ils prévoyaient une offensive des Alliés et se préparaient à les contrer.
Quand les analystes des services secrets alliés observent les mouvements de troupes en face, ils sont persuadés que les Allemands ont déjà perdu la guerre et que tous ces mouvements sont purement défensifs. Du coup, lorsqu'ils remarquent que les unités allemandes d'élite sont renforcées et déplacées pour faire face aux alliés de l'Ouest en France, ils en déduisent que ce sont des préparatifs pour contrer l'attaque inéluctable des alliés pour traverser le Rhin. En face de cet imposant alignement de troupes se trouvent différentes unités américaines. La 2e division et la 99e division d'infanterie font partie du 5e corps US sous les ordres du général Gerau. Ils tiennent une position face à la 6e armée de Panzer. Au centre, la 28e division et la 106e division d'infanterie, qui font partie du 8e corps du général Troy Middleton, font face à Manteuffel. Au sud, les hommes de la 9e division blindée et de la 4e division d'infanterie campent devant les troupes de Brandenburger. La plupart de ces unités américaines sont dans la région pour se reposer après les récents combats. Toutes ces unités totalisent environ 83 000 soldats, soutenus par près de 450 chars et autres blindés, et 400 pièces d'artillerie. Ces hommes se retrouvent dans un pays étranger, à une des époques de l'année les plus mornes, et la plupart d'entre eux pensent à leur foyer et à Noël. Ils se sont tous déjà rudement battus contre l'ennemi, et la dernière chose qu'ils souhaitent, c'est de se retrouver confrontés à une attaque d'une telle envergure. Les Ardennes sont un secteur tenu par des divisions américaines assez faibles. L'une d'entre elles, la 106e, n'a aucune expérience, n'a jamais combattu. Et les deux autres, la 28e division d'infanterie et la 4e division blindée, ont subi de lourdes pertes dans les combats dans la forêt. Et puis il y a la 9e division blindée en réserve, qui elle non plus n'a aucune expérience, et un groupe de cavalerie. Toutes ces unités sont très dispersées. Contrairement aux Allemands, plusieurs facteurs jouent en faveur des Alliés. Bien qu'en sous-nombre au départ, ils peuvent compter sur les renforts de nombreuses troupes bien équipées à qui l'on peut faire appel en cas de besoin. Parmi elles, la 3e armée, sous les ordres du général George Patton, a déjà connu le combat. À ce stade de la guerre, les lignes de ravitaillement des Alliés sont bien établies et quand le temps le permet, ils ont la maîtrise totale du ciel. Les Alliés doivent juste retarder les Allemands et attendre que les éléments leur soient de nouveau favorables. La possibilité pour les Alliés de fournir des renforts venant du nord et du sud représente un autre danger significatif pour les Allemands. Pour parer à cela, une attaque menée par le 12e corps de Panzer SS est prévue en même temps que l'assaut général. Mais à cause de la situation difficile sur le front de l'Est, l'opération est annulée. Par conséquent, les flancs des armées allemandes dans le nord seront à la merci des renforts anglais sous les ordres du maréchal Montgomery. Le moral et l'humeur générale des troupes du nord-ouest de l'Europe à la veille de Noël sont au plus bas et empreints de résignation. Il est clair que l'émulation et l'optimisme de l'été 1944 provoqués par le débarquement de Normandie, après lequel beaucoup de gens pensaient que la guerre serait terminée en quelques semaines, voire quelques mois, ont disparu. Quand le temps commence à empirer avec une neige fondante glaciale, un sentiment d'ennui commence à s'emparer de beaucoup de soldats alliés. Il affecte particulièrement les Américains. Les Anglais sont moins touchés parce que la Grande-Bretagne et surtout Londres sont toujours victimes de bombardements de V1 et de V2. Les Britanniques restent donc très motivés pour aller de l'avant et pour infliger de plus de dégâts possibles aux Allemands. Par contre, le mal du pays s'empare d'une grande partie des Américains. Beaucoup ont quitté les États-Unis depuis plus de 2 ans et passent à leur 2e, voire leur 3e Noël, loin de leur famille. Le matin du 16 décembre, à 5h30, l'artillerie allemande ouvre le feu sur la ligne de front qui fait près de 140 km de long. Le tir de barrage intense
qui durera moins d'1 heure, est surtout destiné à semer la confusion dans les rangs ennemis et à briser leurs lignes de communication. Les Allemands espèrent aussi ouvrir un passage dans les rangs alliés. Les troupes de l'Axe avancent de façon significative, brisent les rangs ennemis et s'infiltrent dans certaines régions. Les groupes alliés isolés et dépassés sont soit tués, soit faits prisonniers. Certaines unités résistent, mais cela ne suffira pas pour arrêter l'avalanche des troupes allemandes. Dans les postes de commandement et les quartiers généraux alliés à l'arrière, plusieurs officiers tentent de se faire une idée de la situation, mais c'est impossible, car les communications sont rompues et les postes avancés déjà capturés. Après quelques jours, les soldats américains commencent à se rendre, à un tel point que c'est encore aujourd'hui le record du nombre de soldats faits prisonniers dans l'histoire de l'armée américaine. Toutefois, d'autres troupes américaines réussissent à tenir des places dont l'importance stratégique s'avérera cruciale. La crête d'Eisenborn au nord, Saint-Vith au centre et Bastogne au sud. Le plan d'attaque est basé sur l'idée que la 6e armée de Panzer, bien équipée et constituée de Waffen-SS bien entraînés, est capable de frapper les Américains et de les défaire facilement avant de poursuivre tout droit jusqu'à la crête d'Elsenborn et la Meuse. Mais ça ne se passera pas comme cela. À partir de là, c'est la course vers les objectifs prioritaires. Les Allemands savent que le temps n'est pas de leur côté et qu'ils doivent atteindre leur but rapidement. Pourtant, les choses commencent à mal se passer pour eux. Au nord, le parachutage prévu sur Eisenborn est effectué sous une météo épouvantable. Les Allemands devaient capturer la crête d'Elsenborn le plus vite possible. Pour continuer leur route au nord et atteindre la Meuse, le contrôle de ce sommet est indispensable. C'est une mission parfaite pour une opération aéroportée, mais celle-ci sera un vrai désastre. Les paras allemands sont sous les ordres d'un vétéran, le colonel von der Heydt. Ils sautent au-dessus d'une vaste zone, mais seront incapables de concentrer leurs efforts. Les Allemands, qui n'ont pas fait de mission de reconnaissance, sautent pile au-dessus des positions de la 1re infanterie US, et ils se rendent compte que les forces américaines sont plus puissantes que prévu. Quand ils comprennent qu'ils ne pourront pas remplir leur objectif, ils tentent de briser les lignes ennemies en force. Après avoir subi de lourdes pertes, les paras allemands battent en retraite et s'infiltrent derrière les lignes américaines par petits groupes. Cette unité comptait 1200 hommes et à peine 350 réussiront à se battre côte à côte suite à leur dispersion. Moins de 100 survivants parviendront à rejoindre leurs lignes. Et von der Heydt sera fait prisonnier. Le seul véritable succès de cette petite mission sera de donner l'impression aux Alliés d'avoir affaire à un nombre d'ennemis bien plus important qu'en réalité, les obligeant à allouer un grand nombre de leurs soldats pour contrer cette menace virtuelle. Si le premier corps de Panzer SS avait avancé plus vite, il aurait pu profiter de cet avantage. Mais il rencontra lui aussi des difficultés. Depuis le début de l'offensive, la 99e division US se défend âprement et réussit à garder le contrôle de collines stratégiques. L'avant-garde du 1er régiment de Panzer SS, le groupe de combat Piper, continuera son mouvement vers l'ouest jusqu'à Hansfeld. L'unité qui doit absolument réussir sa mission pour garantir le succès de la 6e armée de Panzer SS est un groupe de combat dirigé par Joachim Piper.
Et il n'a que 48 heures pour atteindre la Meuse. Mais il va très vite accumuler du retard. Piper est habitué à opérer sur le front de l'Est avec de grandes plaines, des terrains vallonnés. Et quand il organise sa formation de marche, il place de façon assez logique ses véhicules lourds, comme les Panzers, et les nouveaux chars Tigre, en tête de colonne. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est la faible vitesse de pointe de ces chars qui vont ralentir toute la colonne. Il doit progresser avec ses énormes chars de 68 tonnes à travers de petites routes sur de petits ponts. Et pendant sa progression, il rencontre des petites poches de résistance américaines qui se jettent en travers de sa route et l'obligent à changer de cap. Les Allemands doivent changer plusieurs fois de route, au point que Piper commence à se retrouver sur le territoire destiné à l'assaut central. Au sud, la 5e armée de Panzer connaît un meilleur début. Ces hommes rencontrent la 28e division et la 106e division d'infanterie très dispersées et qui ne sont pas encore prêtes pour le combat. Les Allemands passent à travers ces unités assez facilement. Cependant, quelques groupes d'Américains réussissent à ralentir leur avance et à garder le contrôle de plusieurs ponts de la région. Mais à la fin du premier jour, les hommes de Manteuffel forcent le passage de la rivière Our et foncent sur Clairvaux sans perdre de temps. La 3e force de l'attaque, la 7e armée de Brandenburger, plus au sud, connaît de grosses difficultés à cause de la nature du terrain et de la détermination des défenseurs américains du 109e régiment US. L'effort des Allemands va très rapidement s'effondrer à cause de la résistance américaine combinée à des erreurs logistiques. Comme par exemple le fait que toute cette offensive a lieu alors que les effectifs ne sont pas au complet. Le 17 décembre, toutes les unités allemandes sont impliquées dans l'effort offensif malgré les difficultés rencontrées. De son côté, le haut commandement américain commence à réagir et à envoyer des renforts dans la région. Parmi eux se trouvent la 7e et la 10e division blindée et la 101e division aéroportée. Cette dernière reçoit l'ordre de marcher sur Bastogne, le point de jonction de plusieurs routes le plus important de toute la région. La course contre la montre est maintenant lancée. Au nord, les Allemands poursuivent leurs efforts pour remplir leurs objectifs. Le commandant du 1er corps SS commence à être frustré de la lenteur de la progression. Il ordonne à la 12e division de Panzer SS, alors impliquée dans les combats autour de la crête d'Eselborn, de faire mouvement derrière la 1re division de Panzer SS en route vers l'Amblève. Il s'agit là de la première grosse erreur faite pendant l'offensive, puisqu'elle permet de relâcher la pression sur les troupes alliées qui défendent la région. Les Américains ne perdent pas de temps et fortifient leur position à un point tel que les Allemands ne réussiront jamais à les prendre. Des petits pelotons d'infanterie américains réussissent à tenir leur position sur les petites routes des collines ardennaises. Comme ils ne sont plus en contact avec leurs supérieurs, personne ne leur a donné d'ordre pour faire ce qu'ils font. Ils se débrouillent donc pour organiser leur défense. C'est quelque chose de très important. La seule façon d'arrêter une attaque de blindés allemands, c'est par une défense en profondeur. C'est-à-dire que vous n'essayez pas de tenir une ligne de défense, vous vous retranchez sur des positions bien défendues et vous obligez l'ennemi de se battre pour prendre ses poches. Et s'il vous contourne, vous pouvez contre-attaquer. Les Américains n'ont pas prévu ce type de défense. Au cours de l'avancée de la 1re division SS, le groupe de combat Piper sera impliqué dans une escarmouche près de Baugnies. Ce qui suivra fera l'objet de nombreux débats. Ce qui est indéniable,
c'est que près de 80 prisonniers de guerre américains seront abattus. Les Américains affirmeront qu'ils ont été tués de sang-froid. Les Allemands prétendront qu'ils tentaient de s'échapper. Le 17 décembre, une patrouille américaine de reconnaissance découvre les corps de ces soldats massacrés étendus dans la neige. Les Allemands, en particulier les Waffen-SS, ont donc commencé à utiliser sur le front de l'Ouest les méthodes qu'ils utilisaient sur le front de l'Est. Et, comme cela se passe souvent dans les armées, le bruit se répand très rapidement. En moins de 3/4 d'heure, tous les soldats américains dans les Ardennes savaient que les Allemands ne faisaient pas de prisonniers. Et dans ces cas-là, il n'y a que deux choses à faire. Soit vous fuyez, soit vous ne pouvez pas fuir et vous vous battez. Le groupe de combat Piper et certains éléments de la Waffen-SS ont donc involontairement décuplé l'ardeur au combat des Américains dans les Ardennes. Sans perdre de temps, Piper réapprovisionne ses chars Panzer en carburant et continue sa marche vers la ville de Stavelot et son pont Vital. Mais arrivé là, son avance est stoppée pendant quelques heures à cause de la résistance des Alliés. Piper, ne connaissant pas l'importance des forces qui s'opposent à lui, préfère reporter la progression au lendemain. Le 18 décembre, Stavelot tombe entre ses mains et il continue jusque Trois Ponts. Dans cette ville, plusieurs ponts enjambent les rivières de la Salme et de l'Amblève. À l'approche du groupe de Piper, les défenseurs américains font sauter les ponts pour empêcher les Allemands de les utiliser. La seule solution pour Piper consiste alors à faire demi-tour. Il tente d'atteindre Chenot, où un autre pont traverse l'Amblève, mais se fait attaquer par l'aviation américaine. Arrivé à ce point, la puissante première division de Panzer SS sera obligée de s'arrêter. La dernière grande offensive de la guerre sur le front de l'Ouest se terminera dans le petit village de La Glaise. La majorité des hommes de Piper y recevront l'ordre d'organiser leur défense. Le facteur carburant a joué un rôle crucial dans l'échec de cette partie du plan d'attaque des Allemands. Quand ils atteignent les villages de La Glaise et de Stoumont, les réservoirs de leurs chars sont en effet presque à sec. Les Allemands attendent beaucoup des troupes SS, et quand les officiers du quartier général apprennent que Piper est obligé de rester à La Glaise, ils ne perdent pas de temps. Tout le poids de l'offensive est alors reporté sur le secteur de la 5e armée de Panzer, qui a pu profiter d'un terrain plus favorable et de la faiblesse des soldats de la 106e division US. La 5e armée de Panzer, sous les ordres de Manteuffel, faisait partie de la Wehrmacht. Elle avançait en profitant du pays. Elle utilisait les routes principales. La 5e armée se retrouve dans une drôle de situation. Elle progresse à l'ouest, ce qui peut sembler bien sur une carte. Le seul problème, c'est que ce n'est pas la bonne direction. Les Allemands doivent aller vers le nord. Ils poursuivent leur course pour atteindre leurs objectifs, dont l'un des plus importants est la ville de Bastogne. La ville joue un rôle crucial parce que c'est là que convergent plusieurs routes, faisant d'elle un centre de voies de communication. Pourtant, les Allemands sont coiffés au poteau par les soldats de la 101e division aéroportée. Ces vétérans du débarquement de Normandie et de l'opération Market Garden ont établi un périmètre défensif tout autour de la ville. Quand les Allemands tentent de percer ces positions, ils se rendent compte que c'est impossible. Manteuffel ordonne alors à ses hommes de ne plus perdre de temps et de contourner la ville pour poursuivre leur avance, créant ainsi une solide poche de résistance ennemie au sein des positions allemandes. Toutes les tentatives pour éliminer cette poche engloutiront un nombre considérable d'hommes et de matériel.
L'effet de surprise qui avait frappé les Américains est passé. Eisenhower a réagi et dans les 60 heures, il ordonne à ses troupes de faire mouvement pour contrer l'offensive dans les Ardennes. Les renforts du Nord et du Sud sont envoyés en avant et en quelques jours, l'offensive des Allemands est obligée de s'arrêter, même si les combats ont duré plus d'un mois. Le 22 décembre, les Allemands envoient un émissaire avec un drapeau blanc à Bastogne pour proposer aux Américains une reddition. La réponse du commandant de la garnison, le général McAuliffe, est laconique. Des clous. Au même moment, plus au nord, les Allemands ont finalement réussi à prendre Saint-Vith. Ce succès est particulièrement important puisqu'il s'agit d'un des points clés des routes du plan de progression. Les combats pour prendre la ville ont pris plusieurs jours. Et comme pour d'autres secteurs, ces retards ont permis aux Américains de consolider leur défense à l'arrière. Le jour du réveillon de Noël 1944, les troupes de Manteuffel atteignent la région à l'ouest de la ville de Celle. Les Allemands ne dépasseront jamais ce point au cours de l'offensive. Le jour de Noël, la ville de Bastogne est soumise à la pression croissante des Allemands. Mais grâce à la maîtrise du ciel par les Alliés, la garnison peut être ravitaillée par les airs sans craindre l'intervention des ennemis. Les défenseurs de la ville sont prêts à se battre jusqu'à la fin. Le 26 décembre, des éléments de l'armée de Patton réussissent à se frayer un passage en force à travers les lignes allemandes jusque dans Bastogne. Après cette opération de renfort, la situation des Allemands deviendra vite sans espoir. Dans les derniers jours de décembre 1944, il est clair que les moyens de l'offensive allemande sont largement épuisés. Ils ont gaspillé d'énormes quantités de carburant, la plus grande partie de leurs munitions et leurs avant-gardes ont subi de lourdes pertes lors des combats contre les Américains. En plus, ils ont largement échoué à couper les lignes de communication autour d'Elsenborn, au nord, et autour de Bastogne au sud. Les Américains en ont profité pour consolider leur position. Même s'ils ont réussi à prendre des lignes de communication autour de Saint-Vith, ce n'est tout simplement pas assez pour leur permettre de continuer. Les changements de météo jouent en plus en faveur des Alliés. Au début de l'offensive dans les Ardennes, les Allemands profitent de la couverture nuageuse et de la neige pour se protéger des avions alliés. Cependant, à partir du 23 décembre 1944, le temps dans la région refroidit. Le ciel s'éclaircit et leur protection contre les chasseurs et les bombardiers alliés disparaît. Les pilotes alliés peuvent enfin faire rugir leurs moteurs au-dessus des zones de combat et ainsi précipiter la défaite des armées ennemies. L'aviation vient en appui des troupes au sol, paralyse tout mouvement de troupes allemandes, surtout des colonnes d'approvisionnement, et ravitaille par les airs les unités américaines encerclées. Un des événements les plus extraordinaires de la bataille sera aussi dévoilé. La 150e brigade de Panzer était aussi l'une des clés de l'offensive allemande. Ces troupes obéissent aux ordres de Otto Skorzeny, un meneur d'hommes courageux. Ils reçoivent l'ordre de s'enfoncer loin derrière les lignes ennemies et d'y causer un maximum de dégâts et de confusion. Ils doivent aussi s'emparer de gués de rivière cruciaux et les tenir le temps que le gros des forces arrive. Ils utilisent des jeeps et des camions capturés aux Américains et maquillent leurs chars pour les faire ressembler à ceux des Alliés. En réalité, seuls quelques individus atteindront la Meuse, mais ils devront abandonner leur position par manque de support adéquat. Plusieurs de leurs groupes se feront capturer à ce moment-là par les Américains, qui s'interrogent sérieusement sur ce qui se trame. La rumeur se répandra rapidement que des Allemands déguisés en alliés
opère derrière les lignes. Le rôle de Skorzeny est assez important puisqu'il provoque un sentiment de panique jusqu'au sein du quartier général d'Eisenhower. La rumeur selon laquelle il y a des commandos derrière les lignes américaines se répand parmi les soldats. Si d'un côté les commandos de Skorzeny sont un échec, d'un autre côté ils ont un effet majeur en déstabilisant psychologiquement les Alliés jusqu'au commandement suprême. L'effet psychologique de ce petit groupe sur le moral des Alliés dépasse largement leur petit nombre. La paranoïa n'épargne personne, et Eisenhower sera lui-même confiné dans ses quartiers par crainte d'un attentat. Dans le village de la Glaise, Piper se rend compte que la situation devient désespérée pour lui et ses hommes, qui subissent le bombardement ininterrompu de l'artillerie et des chars alliés. Les Américains, déterminés à écraser leurs ennemis, tireront plus de 58 000 obus au cours de la bataille. Piper est habitué à se sortir de situations épineuses, comme il l'a souvent fait en Russie et en Normandie. Il ordonne la destruction des chars et des half-tracks encore en service pour qu'ils ne tombent pas aux mains des Alliés. Les réservoirs sont vides et il n'y a plus de munitions. Il laisse une poignée de ses hommes en arrière pour donner l'impression de continuer le combat et pour surveiller les 150 prisonniers américains. Et il emmène avec lui un groupe de 800 survivants vers les lignes allemandes. La tentative est risquée, et plus d'une fois, ils devront affronter des groupes d'Américains qui se trouvent en travers de leur chemin. Ils réussiront finalement à atteindre les lignes amies quelques jours plus tard. Au départ, Piper avait 5000 hommes sous ses ordres, et ses pertes en hommes et en matériel seront impossibles à remplacer avant la fin de la guerre. Dans le secteur de Manteuffel, les Américains élargissent doucement le corridor des renforts vers Bastogne. La férocité des combats augmente en intensité et rapidement la région deviendra le centre de toutes les convoitises pour les deux camps. Les Alliés envoient plusieurs unités en renfort dans la ville, y compris la 4e division blindée, la 26e division et la 80e division d'infanterie. La bataille des Ardennes, comme l'appellent les Américains, sera marquée par de rudes combats pour les deux camps. À mesure que les Alliés renforcent leurs troupes dans la région, ils repoussent lentement les Allemands. Le 2 janvier 1945, la ligne de front a reculé de 15 km. C'est aussi à cette époque que les Anglais entrent en jeu. Dès le début de l'offensive, Montgomery avait placé de solides unités britanniques en position défensive le long de la Meuse, devinant que le fleuve serait capital pour les Allemands. Il avait reçu le commandement de certaines troupes américaines. Eisenhower a pris une décision politique qui aurait pu être très dangereuse. Il a nommé Montgomery commandant en chef dans le Nord, et ce commandement amputait une partie des troupes américaines. D'un point de vue politique américain, cela pouvait passer pour une erreur, mais ce fut la bonne décision. Montgomery commença à resserrer le front. Bien que peu de troupes britanniques soient vraiment confrontées directement à l'offensive allemande, le rôle des Anglais mérite d'être mentionné. Quand les armées britanniques prennent la décision de consolider les défenses sur la Meuse au début de l'offensive, cela a certainement permis aux Américains de libérer des troupes pour les envoyer se battre dans les Ardennes. En plus, en donnant à Montgomery la charge de commander les troupes américaines et anglaises sur l'aile nord de la progression des Allemands, cela a permis de créer un commandement bien plus approprié pour s'occuper de l'offensive que si les Américains avaient été en charge de tout le secteur. Quand ils pensent que le moment est venu,
Montgomery lance sa contre-attaque vers les lignes ennemies, avec pour objectif de rejoindre les Américains plus au sud. Le 4 janvier, l'objectif est atteint quand ses hommes atteignent enfin la ville de La Roche. Ceci mettra définitivement la Meuse hors d'atteinte pour les Allemands. Alors que les généraux allemands et leurs troupes réalisent le côté désespéré de la situation, Hitler en est incapable. Il ordonne la poursuite de la progression et la prise des objectifs, mais à ce stade, la difficulté devient insurmontable. Les chasseurs alliés déversent leur flot de bombes sur les troupes de l'Axe, comme ils l'avaient déjà fait en Normandie. Début janvier, une lueur d'espoir renaît chez les Allemands quand la Luftwaffe lance son propre raid avec environ 1000 avions contre des cibles et des terrains d'aviation alliés. Ils réussiront à détruire environ 300 avions alliés et à endommager 25 terrains, mais cela au prix de 100 appareils et sans doute plus grave encore, de la perte de pilotes expérimentés et irremplaçables. Au total, les Allemands perdront 170 pilotes et 67 seront faits prisonniers. Finalement, le raid de la Luftwaffe sera un revers de plus. Vers le milieu du mois de janvier, certaines unités allemandes commenceront à se retirer de la ligne de front. Parmi elles, la première division de Panzer SS qui a beaucoup souffert durant l'opération. Les unités restantes subiront encore plus de pertes suite à l'affaiblissement général de leurs forces. À la fin du mois de janvier, la ligne de front a retrouvé les mêmes marques qu'au début de l'offensive 6 semaines plus tôt. Le prix à payer est lourd pour les deux camps. Les Alliés ont perdu environ 75 000 hommes. Les Allemands perdent près de 120 000 soldats et la perte d'un nombre important de chars irremplaçables et autres véhicules. Le dernier coup de poker d'Hitler sera un échec.